L'OMS est critiquée par certains pour sa gestion de la crise. On l'accuse notamment d'avoir relayé de la propagande chinoise. En fait, il semble y avoir une intime relation inavouée, voire carrément dissimulée, entre l'Organisation mondiale de la santé et le régime chinois. Donc, quels sont les liens exactement entre la Chine et l'OMS? Le sénateur républicain Rick Scott a récemment demandé au Congrès américain de lancer une enquête publique. Il soupçonne de la collusion entre l'OMS et la Chine. Donald Trump a ensuite condamné l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la pandémie et pour sa complaisance avec le régime chinois. Il a menacé de suspendre le financement des États-Unis, ce qui est la plus grosse source de revenus de l'OMS. Il s'est félicité d'avoir rejeté le conseil de garder les frontières ouvertes à la Chine. L'OMS l'a vraiment échappé, résume le président américain. Les mêmes idées sont partagées par le vice-premier ministre du Japon qui surnomme l'OMS l'Organisation chinoise de la santé et le coronavirus, le virus de Wuhan. Il refuse de considérer l'OMS comme une organisation mondiale, alors qu'elle n'inclut toujours pas Taïwan pour des raisons purement politiques, afin d'éviter de froisser la Chine. Le secrétaire général de l'ONU s'est empressé de répondre que toutes ces critiques étaient non fondées et que l'OMS maintenait une gestion remarquable du COVID-19. Pourtant, même pour les experts, les démarches de l'OMS après l'éclosion du virus à Wuhan demeurent controversées, particulièrement quand on s'attarde à la chronologie des événements. L'organisation apprenait dès le 30 décembre qu'un virus encore non identifié se propageait à Wuhan. D'emblée, son accès au terrain a été très limité, sinon carrément interdit. Elle ne put envoyer une mission d'experts en Chine que le 12 février, pratiquement un mois et demi après qu'on ait rapporté les premiers cas. Pourtant, pendant ce temps-là, elle fait des déclarations publiques sur l'évolution de la situation. Durant cette période, elle a relayé sans remettre en question l'information provenant des autorités chinoises qui, comme nous l'avons abordé dans une capsule précédente, s'est avérée scandaleusement falsifiée. Ainsi, le 14 janvier, le Dr Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, déclarait que les données en provenance de la Chine n'avaient rapporté aucune preuve quant à la transmission interhumaine du virus. Le 23 janvier, près de 10 jours plus tard, il se rétracte. Le virus serait finalement transmissible d'humain à humain. Malgré cela, le 28 janvier, il réitère sa confiance en la Chine quant à son contrôle de la situation. Il dit ensuite que la communauté internationale devrait être reconnaissante envers les autorités chinoises pour le fait qu'il n'y a aucun mort en dehors de la Chine. Le 3 février, alors que les cas se multiplient exponentiellement, il critique les États-Unis et d'autres États qui bloquent les voyages en provenance de Chine, les accusant de racisme. C'est seulement le 11 mars que l'OMS déclare finalement que le COVID-19 est une pandémie mondiale. Le Dr Tedros appelle alors tous les pays à agir avec urgence. Il se montre préoccupé par ceux qui ne réagissent pas suffisamment rapidement. Volte-face. Il vaut la peine de noter l'ironie quand même. Durant le mois de décembre, des lanceurs d'alerte de Wuhan dénoncent déjà une situation grave sur le terrain. Du côté de Taïwan, les autorités politiques ont été, elles, réceptives aux signaux des lanceurs d'alerte et se préparaient à une possible épidémie. Le système de santé publique, considéré comme un des meilleurs du monde, est mis sur un pied d'alerte. Lorsque le premier cas se présente le 21 janvier, le ministère de la Santé tient des conférences de presse quotidiennes, mène des recherches et rend l'information fiable disponible pour le monde entier. Mais la Chine, qui considère que Taïwan relève de son autorité, exerce une pression pour l'exclure des principales institutions internationales. Les données en provenance de Taïwan sont donc délibérément et volontairement exclues par l'OMS. Aucun dialogue n'est établi. La Chine refuse même de partager avec Taïwan la séquence génétique du virus. Pourtant, malgré les 130 km qui séparent l'île du continent, malgré le million de Taïwanais qui chaque jour travaillent en Chine, malgré les nombreux vols entre Taïwan et les villes chinoises, la gestion de la pandémie par le petit État s'est révélée efficace, parmi les meilleurs au monde. Un pied de nez à la Chine et à l'OMS. L'efficacité de la réponse de Taïwan a été seulement remarquée 2 mois et demi plus tard, lorsque la pandémie a été officiellement déclarée par l'OMS. La dynamique entre l'OMS, la Chine et Taïwan a compromis la santé mondiale. Voici un épisode qui illustre très bien cet éléphant dans la pièce. Le Canadien Bruce Aylward est le sous-directeur général de l'OMS. Lorsqu'en février, l'organisation était finalement autorisée par la Chine à envoyer sa mission d'experts sur le terrain, Bruce Aylward était parmi cette équipe et était même le chef de la mission.
Depuis, ses déclarations publiques sont toutes favorables au régime chinois. Il a même dit que s'il attrape le virus, c'est en Chine qu'il veut être traité. If I had COVID-19, I want to be treated in China. Lors d'une entrevue avec une journaliste de Hong Kong, Bruce Aylward se fait questionner sur la possibilité d'admettre Taïwan à l'OMS. Il reste figé pendant une bonne dizaine de secondes. Will the WHO consider Taiwan's membership? Et prétend ensuite ne pas avoir entendu la question. La journaliste lui répète, mais il l'interrompt et l'enjoint de passer à la prochaine question. With the I'm sorry, I couldn't hear your question. okay, yeah. Let me repeat the question. No, So- that's okay. Let's move to another one then. right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. Elle insiste néanmoins, et subitement, il met brusquement fin à l'entrevue. Le malaise est palpable. La journaliste réussit à rétablir la communication avec lui, mais Bruce Aylward reste évasif sur le cas de Taïwan jusqu'à la fin, répétant littéralement la position de la Chine. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So, with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. En réaction à cette entrevue, le Dr Tedros a accusé le département des Affaires étrangères de Taïwan de participer depuis plusieurs mois à une campagne contre lui. Il assure avoir reçu des commentaires racistes et des menaces de mort depuis le début de la crise. En réaction, Taïwan a exigé des explications et des excuses immédiates du Dr Tedros devant ce qu'elle considère comme des accusations sans fondement. La Chine, de son côté, a déclaré qu'elle ne veut pas que Taïwan profite de la crise pour faire progresser son agenda politique. La Chine, on constate, a une certaine emprise sur l'OMS, mais son influence va aussi jusqu'à l'ONU, où sa mainmise sur certains États africains jette la lumière sur cette relation privilégiée avec l'OMS. En affaires, on dit que l'argent parle. Eh bien, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Dans la foulée de ses projets en lien avec la Belt and Road Initiative, elle a aidé de nombreux États africains dans la construction de barrages, de chemins de fer, de routes et d'autres infrastructures. La Corne de l'Afrique tout particulièrement a vu les investissements chinois exploser depuis une vingtaine d'années. L'Éthiopie, spécifiquement, est devenue la tête de pont de la Chine en Afrique. Elle est d'ailleurs surnommée la Petite Chine en Afrique de l'Est. Les investissements chinois y sont massifs et les projets nombreux. Ils ont permis d'entamer la construction du plus important barrage hydroélectrique d'Afrique, de construire un chemin de fer jusqu'à Djibouti, ce qui a donné un accès à la mer à l'État enclavé. Ils ont permis de construire un tramway dans la région métropolitaine d'Addis Abeba, de bâtir tout un réseau routier dans le pays, et même un nouveau stade sportif en plein cœur de la capitale. Par ailleurs, environ la moitié de la dette de l'Éthiopie, qui s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars, est due à la Chine. Une dette que l'Éthiopie n'a ni les capacités financières ni le temps de rembourser selon les délais convenus. Dans le contexte actuel, la Chine s'enorgueillit de sa coopération avec les États africains. Elle fournit aux 54 d'entre eux de l'équipement médical et des spécialistes de la santé. D'ailleurs, l'ensemble de la distribution de ces ressources a été confié à une compagnie aérienne. Je vous laisse deviner laquelle. Mais pourquoi est-ce que l'influence de la Chine en Afrique, et tout particulièrement sur l'Éthiopie, est pertinente pour comprendre son lien avec l'OMS? Parce que le Dr Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, est un ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères de l'Éthiopie. En fait, la nomination du Dr Tedros à la tête de l'OMS en mai 2017 est largement due à l'appui de sa candidature par la Chine. Les diplomates chinois auraient travaillé d'arrache-pied pour qu'il l'emporte contre le candidat britannique. Pourtant, son CV est loin d'être particulièrement reluisant. Sa nomination s'est transformée instantanément en énorme scandale dans les officines de l'ONU, où on rappelle qu'il a caché de nombreuses épidémies de choléra dans son pays alors qu'il était ministre. Pour la Chine, la victoire du Dr Tedros est un coup de maître. Dans un discours en Uruguay, il annonçait son intention d'accueillir Robert Mugabe, alors encore président du Zimbabwe, comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS. Mugabe, ce dictateur corrompu qui avait impunément violé les droits de l'homme et qui avait complètement détruit le système de santé du Zimbabwe pendant un règne ininterrompu de 37 ans.
Après des critiques virulentes soulignant son manque de jugement, le docteur Tedros s'est rétracté, sans toutefois s'excuser de quoi que ce soit. Quelle mouche l'avait piqué? En fait, la Chine supportait le régime de Robert Mugabe depuis longtemps, et Mugabe avait retourné la faveur en diminuant la pression des États africains qui critiquaient la Chine pour son exploitation des ressources naturelles sur le continent. Mugabe avait même dit de Xi Jinping lors du sommet Chine-Afrique de 2015 à Johannesburg qu'il était un envoyé de Dieu. Lorsque la nomination du Dr Tedros à la tête de l'OMS était en jeu, Mugabe l'avait soutenu, en conformité avec la volonté de la Chine. Le titre que M. Tedros aurait voulu lui accorder était, semble-t-il, une forme de reconnaissance symbolique, non seulement envers Mugabe lui-même, mais indirectement aussi envers la Chine. Ce à quoi nous assistons, c'est à une autre facette de ce que nous aimons appeler le grand jeu chinois. À travers son influence grandissante en Afrique, la Chine est en mesure d'exercer un pouvoir sans précédent sur les organisations internationales. Devant ce constat, peut-on vraiment encore faire confiance à ces institutions? C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. « 7 jours sur Terre » est un média 100% indépendant, financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes, vous pouvez nous aider en cliquant « J'aime », en partageant avec vos amis ou encore en devenant membre exclusif. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à une capsule à chaque semaine et nous permettez de produire encore plus de contenu de qualité.